La moitié de la France a vécu 80 minutes à l'heure de Colombe. On a payé 18 000 francs certaines places de tribune pour voir 15 rugbymen français en maillot blanc opposés au rouleau compresseur sud-africain, comparé souvent au diable et même parfois à l'abominable homme des neiges. Pas impressionnés du tout par la réputation des Afrikanders, les maillots blancs donnent un frisson de joie aux 50 000 spectateurs de Colombe. Dès le début du match, le jeu à la diable des Français sème la panique chez les rugbymen du diable. Sur un contre, Kroos manque d'un rien laissé. On avait pourtant pour lui les yeux de Chimène dans les tribunes. Maintenant, c'est la panique de l'autre côté. Les avants sud-africains partent en rafale, des locomotives lancées à 100 à l'heure. Il faut percuter sec pour les arrêter. Et d'un, et de deux, et de trois, encore un autre. Pas le temps de respirer. Et du panache avec cela, les Français. On est tenté de les trouver un peu trop téméraires lorsqu'ils contre-attaquent comme en ce moment depuis leur ligne de but. 4 feintes de corps et bouquet numéro 12 met tous ses adversaires dans le vent. On y croit à la victoire, seulement voilà, elle tient un peu de chose. Regardez ce qu'il faut pour manquer un essai tout fait. Le petit Rancoul est tout seul, un fourbon. Pourquoi faut-il qu'un ballon de rugby ne soit pas rond? Ça n'arriverait pas, des choses pareilles. Dans les mêlées ouvertes, on ne se fait pas de cadeau. De toute manière, le porteur du ballon ne le garde jamais longtemps. Ça chauffe pour les Français. Vous avez raison, monsieur, l'essai n'est pas marqué. 1,5 tonne de muscles en pleine action, voilà ce que ça donne sur un terrain de rugby. Mais le rugby est un jeu varié, un jeu magnifique. Belle attaque française, joliment contrée par les Springboks qui repartent à leur tour. On n'a même pas le temps de reprendre son souffle dans les tribunes. Sur le terrain non plus, mais où est donc passé le ballon? Le voilà, il est pour les Français. La victoire est au bout de cette attaque. Si vous êtes cardiaque, ne regardez pas. On se demande encore comment cette balle de match a pu être manquée. C'était la dernière attaque de la partie. La France n'a pas gagné, mais tout le monde est d'accord. Les rugbymen français sont les meilleurs du monde. La nouvelle de l'assassinat de Patrice Lumumba a fait naître un peu partout dans le monde des manifestations de protestation. Manifestations inspirées, protestations dirigées sans contredit. Tous ces cortèges, ceux de Londres comme ceux de Moscou, avaient un but identique, l'ambassade de Belgique. À Moscou, cependant, M. H était également rendu responsable du sort du leader congolais. Mais après le Caire, c'est Belgrade qui a sans doute vu l'assaut le plus violent mené contre l'ambassade de Belgique. La police a dû faire appel aux lances des pompiers pour tenir en respect les manifestants. Singulier destin que celui de M. Lumumba, aux côtés duquel on voit ici M. Gizinga, son continuateur. 6 mois avaient fait de l'homme fort de Léopoldville ce prisonnier qu'on vit traiter sans ménagement un jour de décembre dernier. Son exécution vient de rallumer le brûlot congolais. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. H a été tour à tour vilipendé par M. Zorin, soutenu par M. Stevenson. Débat orageux que devait d'ailleurs interrompre une manifestation de Noirs américains assortie de bagarres et de hurlements. On n'avait jamais vu cela aux Nations Unies. Le Congo n'a pas fini de peser sur la vie internationale. Le 12 février, les Soviétiques ont lancé un nouveau satellite. Rien de nouveau jusqu'ici. Mais de ce satellite est partie en direction de Vénus une fusée qui se rapprochera de l'étoile du Berger après un voyage de quelques 100 millions de kilomètres. Allons-nous connaître le secret de Vénus qui s'entoure d'une atmosphère nuageuse assez semblable à celle de la Terre? Apprendra-t-on que la vie est en train d'y suivre l'évolution suivie par notre planète? Que dans ces brumes, les premiers végétaux y sont nés, ces végétaux dont on retrouve les traces fossilisées, vestiges des forêts de fougères arborescentes qui couvraient notre globe voici 1 milliard d'années. Vénus en est-elle à cette ère où la première vie animale se manifestait dans les marécages et où, dans la mer silurienne, apparaissaient ces étranges nautiles dont l'espèce n'est pas morte, résistant à tous les bouleversements à travers 600 millions d'années, alors que disparaissaient d'autres espèces dont les musées conservent les fossiles. Est-elle parvenue à ce temps où les premiers vertébrés, les poissons, ont fait leur apparition?
Poissons cuirassés d'abord, puis poissons à mâchoire dentée, lointains ancêtres des requins. Ou, plus avancés encore, au temps où la vie passait de l'eau sur terre avec les premiers sauriens, souches des grands reptiles secondaires. À moins qu'au milieu de tornades gigantesques, beaucoup plus en arrière, 1500 millions d'années peut-être, la vie n'en soit encore qu'à ses premiers balbutiements, et que ne commence à jaillir du monde minéral la toute première trace d'organismes vivants avec les premiers virus. Le Soleil se lève-t-il sur une Vénus déjà vivante ou sur une planète sans autre écorce qu'une mer de méthane? Vénusique nous dira-t-il tout cela? Chez Fernand Aubry, le visagiste, voici le carnaval. Un carnaval qui s'apparenterait au songe d'une nuit d'été si Shakespeare n'était pas si loin. Mais est-il vraiment si loin? Aujourd'hui, les légendes de la forêt viennent jusqu'à nous dans ces masques éblouissants qui racontent en dentelle, en perles, en branchages, en fourrures, en plumes et en paillettes la vie secrète des fées et des dryades d'un monde que nous n'atteignons plus qu'en songe. Qui ne serait sensible à ces silhouettes empreintes d'une magie rentrée dans le secret des choses et qui ne peut renaître au milieu de nous, faut-il le dire, que par l'intermédiaire d'un masque? En 10 ans, Orly est devenu le premier aéroport d'Europe continentale. Avec la déviation spéciale de l'autoroute, il n'est plus qu'à 8 minutes des portes de Paris. Jetée au-dessus de la Nationale 7, sa piste de 3 km 300 accueille depuis 1959 les plus lourds appareils à réaction. Là où voici 35 ans n'existaient que 2 hangars à dirigeables, des installations s'étendent maintenant sur plus de 1400 hectares. Des hangars, dont l'un est le plus grand du monde, et des ateliers sont alignés sur 1,5 km. Indépendant des compagnies aériennes, l'aéroport de Paris, entreprise nationale qui construit et exploite les aéroports parisiens, achève la nouvelle aérogare d'Orly. Cet immense édifice de 6 étages a une ossature métallique qui pèse plus que la tour Eiffel. Ses façades, où s'harmonisent l'acier inoxydable, l'aluminium et la glace émaillée, couvrent presque 2 hectares. Au rez-de-chaussée, un hall de 190 mètres de long, où se succèdent les guichets des 27 compagnies clientes de l'aéroport, attend les voyageurs dans un cadre ultramoderne. Piliers revêtus de serpentines et d'aluminium, plafond en lames d'aluminium. L'automaticité est partout portée au maximum, et les portes vitrées du hall s'ouvrent et se ferment toutes seules. Tout a été prévu pour accélérer la circulation des voyageurs. 11 ascenseurs, 20 escalators, la possibilité d'un trafic pouvant atteindre 1500 passagers à l'heure. Au premier étage, la galerie marchande qui conduit aux aires de départ présente une façade en glace de 170 mètres de long. Tel apparaîtra aux voyageurs de 1961 l'aérogare d'Orly, une plaque tournante, géante du trafic aérien. L'aéroport de Paris a fait appel aux matériaux les plus modernes, acier inoxydable, aluminium et glace. Il est dès à présent possible d'assurer ici la réception de 6 millions de passagers par an. Une réalisation à l'échelle de l'aviation commerciale à réaction.